Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Il est infatigable et boulimique, si vous me permettez l'expression. Il adore questionner et ça tombe bien puisque c'est son métier. Il est journaliste et manager. Il a notamment présidé le groupe France Télévisions, dont il a construit d'ailleurs le siège. Et également, il a été le patron d'Europe 1. Notre invité à rendez-vous tous les matins, surtout avec le français, c'est à 8h20 pour son interview politique de la matinale d'Europe 1. Le dimanche, pas de repos non plus, puisqu'on le retrouve pour le grand rendez-vous de 10h à 11h à l'antenne de la même station du groupe Lagardère. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue dans le Buzz TV. Alors votre interview matinale, je rappelle, du lundi au vendredi, a séduit 100 000 auditeurs supplémentaires sur un an selon la dernière vague Médiamétrie de fin d'année. Est-ce que ça signifie que les Français s'intéressent toujours davantage à la politique ou pas ? De plus en plus quand il y a des enjeux dans la politique et quand en même temps les équipes et les rédactions savent leur présenter ce qu'est l'information, avec un journalisme qui est de terrain, de direct, et un journaliste d'action, comme nous l'avons fait par exemple en allant en Afghanistan ou tout récemment à Kiev, passer la nuit et la matinée sur le terrain, sur la place Maïdan. Oui, il y a un enjeu. Vous parlez de l'audience, oui. La tendance est à la hausse, il y a des moments où elle baisse, la tendance est à la hausse, je pense qu'elle continuera parce qu'il y a une équipe qui est soudée autour de Fabien Amias, qui mêle à la fois quelques seniors. Le nouveau directeur d'Europe 1, on le rappelle. Oui, quelques seniors et quelques jeunes à qui nous transmettons une part de ce que nous savons. Et puis il y a 3 objectifs pour Europe 1. Toutes les innovations, de toutes sortes. Deuxièmement, la France, l'Europe et le monde contre le repli franchouillard. Et ça veut dire ça dans les reportages, dans les interviews, etc. Et puis une confiance dans un progrès maîtrisé et une confiance dans l'avenir. Alors TV Magazine vous a présenté récemment comme l'une des grandes gueules entre guillemets de l'info. Jean-Michel Apathy, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Pierre Elkabbach, même combat vous diriez ? On a un combat de journalisme, oui, qui est à défendre. Heureusement, ils sont là, nous faisons de la concurrence, j'ai du respect pour eux, une forme d'estime parce que ce sont de bons professionnels, c'est vrai, mais il faut dire que chacun a son style. Et moi, j'aime pas les comparaisons, parce que je ne suis pas un produit, je ne suis pas une marque, je suis à la rigueur un messager et à la rigueur une signature, vous avez eu la gentillesse de le dire. Et puis moi, je ne me prends pas pour la finalité de l'actualité. Je la sers, je l'illustre. C'est pour qui que vous dites ça en l'occurrence ? Pour beaucoup de journalistes. Et ça, c'est d'un travers. Moi, j'écoute tous les matins Jean-Michel Apathy. Auparavant, j'écoutais mon ami Alain Duhamel et je regrette qu'il soit le soir plutôt que le matin. Et j'écoute de temps en temps Jean-Jacques Bourdin. Lui aussi, c'est un bon journaliste, mais un peu prétentieux, non ? Un peu mégalo. Qui croit être le seul à être libre. Je vois que j'ai lu son livre, très intéressant. Il croit être libre. Je me demande comment il fait d'ailleurs pour être 4 heures par jour à l'antenne et comment il peut dire, à la fois dans son livre et ailleurs, moi, je ne lis pas, je ne regarde pas la télé, comme s'il était enfermé dans une bulle. Rien écouter, rien regarder. C'est dommage, c'est la façon de punch. Mais chez Jean-Jacques Bourdin, je dois reconnaître que j'admire surtout le courage et le caractère de son épouse Anne Niva, parce qu'elle va sur le terrain, dans les pays de guerre. Les hommes politiques connaissent bien, vous le savez, les ressorts de la communication et des médias. Et comment ça influence concrètement aujourd'hui la façon dont vous menez vos interviews ? D'abord le travail, la rigueur sur les dossiers. Je crois que si moi j'ai une certaine longévité, et d'autres aussi, c'est parce que nous travaillons le fond des dossiers face à des interlocuteurs qui les connaissent bien. Et aujourd'hui, je pense que les Français veulent qu'on leur présente des chefs d'entreprise, des grandes entreprises ou des petites entreprises, et pas seulement les institutions MEDEF, les GPME, qui ont de bons leaders, etc., bons leaders pour les médias en tout cas. Mais je pense qu'ils veulent qu'on leur dise la vérité sur l'économie, ce que représente chaque formule qui sont employées, les pactes de compétitivité, de responsabilité, sans qu'on leur dise le contenu. Donc c'est de faire de la pédagogie critique, contradictoire avec nos invités. Et c'est en cela que l'on peut durer et marquer. Les Français s'intéressent quand on leur apporte quelque chose, et souvent les politiques ne le font pas. Mais notre rôle, ou enfin en tout cas le mien, c'est de casser les mots, en effet, et les stratégies des communicants pour que le politique retrouve sa propre liberté. Et souvent, ça arrive. Et chaque interview est complètement différente. Parce que ça peut être l'humeur de l'invité, mon humeur, l'humeur du pays, l'humeur collective, et c'est chaque fois différent. Je me le disais l'autre matin, avec le même invité, ça peut être complètement différent. Alors justement, est-ce que vous parlez de votre invité, quel a été votre meilleur client, entre guillemets, et votre pire client, s'il y en a eu ?
Ah, il y en a eu tellement, pardon, en France, à pire ou de l'étranger, meilleur? etc. Les deux, les meilleurs, bon, il y avait François Mitterrand dans une interview qui restera ce qui m'a marqué le plus, le 12 septembre 1994, il était mourant, il était attaqué sur l'histoire de Bousquet, etc. Et 12 millions de gens nous ont suivis, c'était la tension la plus forte de ma vie, l'émotion la plus forte de ma vie. Il y a eu d'autres interviews. Les bons, c'est par exemple Bernard Tapie, il n'y a pas longtemps encore. Mais pour moi, le meilleur, vous savez qui c'est ? Celui que je vais faire demain. Et demain, et même quand il est moyen, il faut le rendre très bon. Et demain, moi qui, la semaine qui s'est terminée, ai traité la Centrafrique avec le général Soriano qui est sur place, puis avec le ministre de la Défense qui est excellent, j'ai fait des opposants, etc. J'ai fait Fabius dimanche, mais ce qui me fait déjà trembler, à la fois de tension, peut-être même de plaisir, c'est d'interroger pour la première fois, ils vont parler, le procureur général François Faletti, qui a eu quelques démêlés avec Madame Christiane Taubira, et deuxièmement, dans la semaine, avec Carlos Tavares, qui va être un grand patron de PSA. Et ce qui sera extraordinaire, ce n'est pas la concurrence Apathy, El Kabbach, Bourdin, ça va être la concurrence des deux Carlos. Alors là, on va se marrer. Le pire, en un mot? Le pire, Nicole Brick, je pense, pur et simple. C'est la langue de bronze. Et il n'y a rien à faire, aucun marteau-piqueur, aucune DCA, aucune bombe ne l'a fait changer, ne l'a fait évoluer dans son autosatisfaction et son contentement. Alors, vous avez été aussi... Mais je l'aime bien, hein, mais bon, voilà. Ceci est dit. Vous êtes aussi sur Public Sénat, je le rappelle, dont vous avez d'avoir été également le président pendant... 10 ans. Pendant J'ai 10 ans. créé la chaîne avec toute une équipe. On est parti de rien. Il n'y avait ni argent, ni studio, rien. On en a fait une chaîne. Aujourd'hui, grâce à Christian Poncelet, l'ancien président, aujourd'hui, il y a 3 hommes qui la mènent, qui sont Jean-Pierre Bell, Didier Guillaume et Gilles Leclerc qui m'a succédé. Et puis il y a des équipes formidables qui y travaillent, aussi bien pour les documentaires que pour le journal de 22 heures qui s'est imposé, qui a multiplié son audience. Et puis, il y a Bibliothèque Médicis. Donc votre émission, j'y tiens, comme dit l'autre, comme à la prunette de Messieurs. C'est diffusé donc le vendredi et multidiffusé ensuite à 22h le vendredi. Est-ce que c'est votre... C'est l'émission la moins chère, et en plus des émissions culturelles, parce qu'elle coûte pas cher et elle est diffusée une dizaine de fois avec des reprises pendant l'été. Je me réjouis de voir qu'elle intéresse, elle marque un public. Et comme j'ai pas de sous pour faire de la promotion et de la publicité, on n'en parle pas trop, mais sinon par le bouche à oreille. Voilà. Est-ce que vous diriez que c'est votre ballon d'oxygène par rapport à l'interview politique quotidienne? Oui, parce que j'ai toujours lu, je crois que je suis un homme du livre. Peut-être pour ça que j'ai épousé Nicole Avril, qui est un écrivain. Mais je connais les problèmes de la création et j'essaie, à travers Bibliothèque Médicis, d'avoir des auteurs et en même temps toutes les formes de création artistique, culturelle que nous suivons avec Anne-Marie Moreau, ma collaboratrice depuis 26 ans. Je ne sais pas encore comment elle me supporte. Mais on fait des émissions comme ça qu'on prépare en étant peu nombreux, en donnant toutes les chances de renouvellement et de créativité. Et très souvent, on est heureux de voir que les thèmes qu'on a avancés, parce que je pense que les romanciers anticipent mieux parfois que les politiques, et ces thèmes-là, on les retrouve des semaines et des semaines après ailleurs. Alors j'ai dit journaliste, vous avez été également patron de groupe média. L'actualité, le CSA vient de nommer Mathieu Gallet, ancien patron de l'INA à la tête de Radio France, le nouveau mode de désignation donc des patrons de visuel public. Est-ce que vous le trouvez moderne ou archaïque? Je pense qu'Olivier Schrammeck a fait en la circonstance donc, quel président du CSA? Preuve d'indépendance. Je crois savoir qu'on lui a proposé quelqu'un d'autre qui aurait été une bonne juriste, Anne Duruptuy, parce qu'elle avait été ma propre collaboratrice. Je pense que Mme Filippetti, que d'autres endroits le lui suggéraient. Il a marqué son indépendance en choisissant Mathieu Gallet, qui a fait des partenariats de Bibliothèque Médicis avec nous et avec l'INA. C'est un partenaire élégant et créatif. Il va réformer, en prenant du temps, il va réformer Radio France. Et en tout cas, France Inter, etc., ils avaient besoin qu'on dépoussière un petit peu, je le dis globalement. Autre groupe à réformer que vous avez présidé, c'est France Télévisions, qui est dans une situation financière plutôt précaire aujourd'hui. Le regard que vous portez sur l'évolution de ce groupe public? Vous voulez me faire avoir des ennemis? J'en ai quand même assez. Je pense que le moment viendra, peut-être qu'il faut attendre encore, il faut faire peur de patience, où on renouvellera toute l'équipe dirigeante et qui s'y est souvent trompée, qui n'a pas assez aider à la création. Je sais bien qu'ils vont me reprocher, me donner des chiffres. Il faut un changement de cap, donc force. Un changement d'équipe, de cap. Ils ne mettront plus à l'antenne
des projets ou des programmes sans les tester, sans faire de pilote, et ils donneront des chances à un vrai renouvellement sans être prisonniers de je ne sais qui, ou peut-être de leurs ombres. Là, il y a un grand souffle à donner, et peut-être un jour, je vais le dire, la Maison de France Télévisions, le siège, vous avez eu la gentillesse de dire que j'y ai participé, j'ai été l'aspirateur et les créateurs. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui encore, tant d'années après la fin ou la construction de la maison, personne ne l'ait officiellement inaugurée. Le général de Gaulle avait inauguré la maison de Radio France. J'y étais avec Mme Baudrier et M. Fromentin, j'étais à côté d'eux, tout jeune journaliste, et on lui avait serré la main. Eh bien, la maison de la télévision aujourd'hui, sur les bords de la Seine, elle n'a jamais été inaugurée. Peut-être qu'il faut, peut-être qu'ils attendent le changement d'équipe. On vous entendra peut-être. Dernière question, je rappelle, vous avez intégré la maison Europe 1, comme on dit, en 82. Qu'est-ce qui vous fait encore courir, Jean-Pierre Elkabbach? Vous savez, tant que Dieu me donnera vie et que j'aurai l'envie de travailler et que mon employeur trouvera que je ne suis pas plus âgé qu'un certain nombre de gens jeunes qui sont à l'antenne, tant qu'il me verra partir et pousser à Kiev dans un sous-marin nucléaire, etc. Et tant que j'en aurai la force, je dirais, pourquoi pas continuer. Et c'est une fidélité à l'esprit des Lagardère, de Jean-Luc Lagardère et d'Arnaud Lagardère. Il y a une fidélité et je ne fais pas du baratin à l'égard de ceux qui m'emploient, mais une sorte de loyauté. Il y a un esprit Lagardère et je suis heureux d'être avec quelques-uns, Denis Oliven maintenant, et quelques autres, qui poursuivent cette aventure. Un des porte-drapeaux de cette aventure magnifique qui a été inspirée par Jean-Luc et Arnaud Lagardère. Jean-Pierre Elkabbach, merci d'être venu dans le Buzz Télé. Donc, je rappelle, on vous retrouve tous les jours, tous les matins, à 8h20 également, le week-end. Quand Lou m'allumera. Et quand Lou est... Mais je trouve qu'il exagère l'accent que j'ai. Enfin, sur la parodie. Oui, dans la parodie. Il exagère, et puis il me voit trop souvent à la Mamounia avec un chameau. Il ne sait pas que je ne vais pas à la Mamounia, et qu'en réalité, j'ai d'autres endroits que je tiens secrets, et j'y vais avec Séraphin. Et vous savez qui est Séraphin? Mon âne. Et Séraphin, mon âne, n'aime pas les mondanités, donc je ne vais jamais à la Mamounia. Il ne faut pas lui dire, ce qu'il va peut-être vous dire avec un âne. Mais je ne sais pas tout. Merci encore, Jean-Pierre. Nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Très bon week-end. Merci encore à vous.